Je sais pas vous mais moi, ça m'a vraiment fait bizarre quand la première cuvée de draft plus jeune que moi est arrivée en NBA. Mais alors là, attention, mouillez-vous bien la nuque avant d'écouter ce podcast. Des enfants qui n'ont même pas l'âge d'acheter une bière ont déjà la planète basket à leurs pieds. Des enfants qui doivent faire signer leurs mots dans le carnet par les parents s'apprêtent à faire trembler la NBA de leur talent. Et oui, comme quoi, même à 20 ans, on peut prendre un sacré coup de vieux. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, on va parler petits jeunes, mais surtout de petits jeunes français. Alors pour ce faire, je vous ai ramené l'élite, la crème de la crème des top prospects français. Florian Tixier et Raphaël Delaveau sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Écoute, moi je suis super content d'en parler, mais je pense que mon collègue Florian sera encore plus heureux d'en parler. Et ouais, on est là pour parler du futur de notre belle patrie. Et bleu, blanc, rouge, on va y aller pour les prochaines années. Exactement, on pouvait pas se passer de toi pour ce sujet, mon cher Florian. Raphaël, je me tourne vers toi pour commencer. On va parler de Théo Malédon et de Kylian Hayes qui sont du côté d'Oklahoma City et des Detroit Pistons. Ouais, exactement. Là, on parle de deux jeunes qui sont sur le même poste et qui sont, on va dire, dans une situation assez similaire. Je vais commencer par Malédon, qui est à Oklahoma City, qui a fait une belle saison rookie avec toutes les absences qu'il y avait. Il était quasiment, je crois, un tout petit peu plus de 10 points, 3 rebonds et 3 passes. Une saison assez prometteuse dans une équipe qui gagnait pas, évidemment. Mais comme il y avait Shai Gilgeous-Alexander qui était blessé, il a montré des beaux prémices. Il a fait un beau match face aux Suns avec plus de 25 points, un petit bout de tir, un peu de playmaking. Voilà, donc c'était plutôt intéressant. Et là, cette deuxième saison, ça a été un peu plus dur avec l'arrivée de Josh Giddey sur les postes arrière. Avec aussi, il y a Luguentz-Dort sur ces postes-là. Il y a Treman qui s'est pas mal développé. Donc Théo Malédon, finalement, il a quand même joué durant l'année. Il a joué plus d'une soixantaine de matchs, mais ses moyennes ont régressé par rapport à l'année dernière, vu qu'il jouait un petit peu moins. Il est passé à 7 points cette année. Donc un peu compliqué pour Théo, mais il a réussi à trouver sa place pour l'année prochaine. Donc il est dans l'effectif de KC, qui a encore d'autres joueurs à développer. C'est un projet jeune, on le sait, mais Théo Malédon a encore pas mal de choses à prouver. Et on va passer sur Kylian Hayes du coup. Kylian Hayes, c'est, on va dire, dans une situation similaire, mais un tout petit peu différente, puisque justement, Kylian Hayes a été drafté il y a maintenant 3 ans, pardon. Et du coup, la draft d'après, il y a eu Kate Cunningham qui arrivait sur son poste. Et là, maintenant, sur cette draft, il y a Jaden Ivey qui arrive sur son poste. Et justement, sa première saison, il joue pas beaucoup. Il joue 19 matchs. L'année dernière, il a joué une soixantaine de matchs pour des moyennes qui sont à peu près similaires, de à peu près 7 points. Et une passe de moins par rapport à l'année d'avant, c'est 4 passes. Et clairement, Kylian Hayes, il a montré des signes pareils, disant qu'il pouvait être en NBA, mais il y a quand même pas mal d'observateurs qui croient moins en son potentiel. Et avec l'arrivée de Jaden Ivey, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Et pareil, donc voilà, une situation un peu similaire pour les deux meneurs, on va dire. Toi Florian, t'es de l'avis de Raphaël. Les deux meneurs ont quand même montré de belles choses, mais ça semble un peu compliqué, notamment pour Hayes, en raison des joueurs qu'il y a sur son poste à Détroit. Ouais, je suis complètement d'accord. On a des situations qui se ressemblent. De la part des deux joueurs, je vais pas refaire leur profil, mais on a des potentiels qui sont vraiment à assumer. On voit des flashs qui sont vraiment très très intéressants pour se faire une place en NBA. On est vraiment sur ce profil de combo garde moderne, capable de jouer un, capable de jouer deux, capable d'être fort défenseur. On a vu un peu plus de flash offensif de la part de Malédon. On voit beaucoup de flash défensifs très intéressants chez Kylian Hayes. C'est un truc qu'il faut pas sous-estimer. Kylian Hayes, son temps de jeu autour des 20-25 minutes par match depuis maintenant 2 ans, il le doit avant tout à son impact défensif qui est très intéressant et qui aurait pu se projeter aux côtés de Kyle Cunningham. Le problème de ces deux joueurs, comme l'a dit Raph, c'est la concurrence. De la concurrence premier plan sur le franchise player, Shai Gilgeous-Alexander et Kate Cunningham de l'autre. Est-ce que le partenaire de ces deux joueurs-là, c'est Malédon et Hayes dans leur franchise respective? Ça ne semble pas en prendre la direction, notamment en raison de la draft des autres joueurs et des autres compléments dans ces franchises-là. Jaden Ivey, Sadiq Bey, même Saben Lee, etc. du côté de Détroit. Et du côté d'Oklahoma, on a eu la prolongation de Luguentz-Dort, on a la draft de Josh Giddey, on a la présence de Treman, de Ty Jerome. Donc voilà, la NBA est une jungle, il faut se faire sa place. Je pense que ces deux joueurs, même s'ils vont peut-être pas réussir à se faire un trou dans leur franchise respective, ont suffisamment de talent et ont suffisamment de potentiel pour pouvoir assumer ce potentiel ailleurs. Je pense notamment à Kylian Hayes, que beaucoup de gens critiquent en France. On a vraiment un potentiel qui est très très intéressant chez ce joueur-là. Et si jamais Détroit ne souhaite pas lui donner plus de sa chance que ça, notamment parce qu'il y a la présence sur son poste de deux monstres que sont Kate Cunningham et Jaden Ivey, leur potentiel pourra s'affirmer ailleurs. Il ne faut pas jeter ces joueurs-là, en tout cas.
On a vraiment deux très bons joueurs français sur ce poste-là, en tout cas pour le futur en NBA. Ouais, c'est clair qu'on verra ce qui se passe du coup pour Malédon et Hayes, mais en tout cas, ouais, vous l'avez dit, la concurrence sur leur poste fait peut-être qu'on peut s'inquiéter un petit peu. Les gars, Florian, je vais rester avec toi, t'es notre spécialiste draft et prospect chez l'analyste. On va parler un peu de la draft 2023, donc la draft de l'année prochaine. Donc tu vas nous parler de Sidi Sissoko, Ryan Rupert et évidemment Victor Wembanyama. Ah, la draft 2023. La belle draft 2023, comme on en parle à chaque fois. Ouais, bon, on va commencer rapidement par Victor parce que c'est la tête d'affiche du basket mondial, en plus d'être celle du basket français. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant toute l'année et de faire des podcasts de 3h30 sur Victor Wembanyama parce qu'on n'a jamais vu ça. Victor Wembanyama, au moment où on parle, vient de sortir une performance absolument phénoménale contre Darussafaka. Donc Darussafaka qui est une équipe qui est une équipe pérenne et qui est une équipe très sérieuse de recoupe. Il vient de sortir un match à 34 points, 71% au tir, 10 rebonds, 3 contre, 37 d'évaluation. Zéro faute, zéro faute de sa part, 11 fautes provoquées. On parle d'un joueur qui a 18 ans, qui vient de jouer contre une top équipe d'Euroleague, qui fait 2m24, presque 2m40 d'envergure. Le joueur des Metropolitans qui vient de rejoindre les Metropolitans, c'est un potentiel jamais vu depuis peut-être LeBron James en NBA. C'est totalement anormal. Les spécialistes draft se plaisent à dire que c'est le meilleur prospect depuis 2019, qu'importe son âge, ça fait quand même 3 ans, c'est-à-dire que à 15 ans, il aurait pu être drafté au premier choix de sa draft. C'est un combo taille, longueur, profil défensif monstrueux. Il a une mobilité, une vitesse de pied qui est hallucinante. Il a une versatilité offensive de par un playmaking, de par des talents de garde, de par un shoot qui est juste hallucinante. Il commence de plus en plus à prendre des responsabilités sur le terrain. Il demande la balle. Avant, c'était vraiment plus un spot-up shooter. Il montrait qu'il était capable de tirer du haut de ses 2m20. Maintenant, c'est un mec qui demande la balle au poste. Donc, il y a toujours ce doute sur son physique, sur ses blessures, etc. On verra. Mais c'est le fer de lance de cette draft 2023 pour les Français, qui va être rejoint par Sidi Sissoko et Ryan Rupert. Sidi Sissoko, classé numéro 25 pour la draft d'ESPN. Sans doute le prospect le plus intéressant de cette équipe de France U18 sur la Coupe d'Europe de cet été. Il évoluera en Ignite l'an prochain, notamment aux côtés de Scoot Anderson. Donc c'est un profil physique capable de driver et faire le cercle, fort défenseur, capable d'être un second créateur sur le terrain. Je pense que son année en Ignite va vraiment être très intéressant. Moi, je suis très hype sur ce prospect, et je le suis beaucoup plus par rapport à Ryan Rupert qui m'a un peu déçu cet été en sortie de centre fédéral. Je vais pas m'étaler sur Ryan Rupert, mais son année aux New Zealand Breakers va être décisive s'il veut être drafté au premier tour. Pour l'instant, je l'achète pas au premier tour, mais son profil défensif et physique peut le faire devenir quelqu'un en tout cas. Bah écoutez, oui, tu l'as très bien dit, je pense que sur Victor, on aura l'occasion d'en reparler 15 000 fois avant sa draft. Mon cher Raphaël, je te pose la question à toi, on va maintenant se pencher sur la draft plutôt des prochaines années, sur 2024-2025, et on a des top prospects français en la personne de Zachary Rizachier, Kylian Malouaya et Bilal Koulibaly. Exactement, donc moi je vais commencer par Zachary Zachier, qui est du coup un des joueurs les plus jeunes à avoir été titulaire en Euroleague. L'année dernière avec l'Asvel, à 16 ans, il a fait un match titulaire du coup dans la plus grande des compétitions européennes, ce qui est quand même très impressionnant, peu importe de quel profil de joueur on parle. On parle d'un mec qui est adapté au haut niveau, on parle de quelqu'un qui est justement pareil, dominant avec l'Asvel dans les équipes de jeunes, un très gros potentiel, et clairement on part sur un joueur qui les années d'après aura du potentiel pour se faire drafter assez haut. Sur Kylian Malouaya, il a du coup été transféré cet été au Paris Basket. Excusez-moi, transféré, il a signé au Paris Basket cet été jusqu'en 2025. Il a été MVP du coup de la NGT Belgrade en février dernier. Pareil, très intéressant, un poste les 2, 3, peut-être 4 du coup, comme le disait Florian juste avant. Plutôt intéressant, pareil, physiquement, qui peut porter la balle. Et pareil, il va beaucoup apporter au Paris Basket, qui a du coup une équipe de jeunes assez intéressante et qui développe un projet pareil intéressant pour l'Eurocoupe l'année prochaine. Et du coup, Bilal Koulibaly, j'ai pu le voir de mes yeux justement au match entre la sélection française de Comsport et le California Basket Club de Bronny James. Pareil, très intéressant, il a été élu MVP du match. C'est un joueur pour le coup qui joue au poste 2-3, qui est très long, défensivement hyper intéressant, offensivement qui développe son tir, qui développe son drive, qui a une dimension physique pareil. C'est quasiment
c'est quelque chose de, j'allais dire du jamais vu, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant, mais un physique hors norme, même pour sa taille. Donc justement, là, on est sur des prospects vachement intéressants qui pourront tous prétendre à être draftés sûrement dans les prochaines drafts, justement. Toi, Florian, t'es du même avis que Raphaël? T'es optimiste là pour ces prospects pour la draft 2024-2025? Ouais, plus ou moins. Rizachi est un, on l'a vu peut-être trop beau trop tôt. J'ai été plutôt déçu de son été parce que c'est un joueur intelligent qui va faire carrière en Euroleague au minimum. C'est un joueur qui va performer en équipe de France. Pour l'instant, j'arrive pas à en voir autre chose qu'un très bon role player. Il est trop lisse, il est trop intelligent, mais dans le mauvais sens du terme. Il se fait pas violence sur le terrain pour prendre le leadership, pour prendre de la maturité, pour vraiment taper du poing sur la table. Sur le World du 17, j'aurais aimé plus de domination. Pour l'instant, il est un peu trop à la sauce Batum, mais ça peut avoir un côté très positif. Mais pour être drafté, ça peut être difficile. Côté Koulibaly et Maloya, on est sur des profils physiques comme on veut en construire en France. On est sur ces profils de plus de 2 mètres, poste 3, 4, capable de créer du jeu, capable d'être performant physiquement d'abord, et ensuite de créer ces skills de garde. On va voir ce qu'ils deviennent en sortie d'espoir maintenant, mais je suis plutôt positif. J'adore les profils en tout cas. Eh ben, on verra tout ça pour la draft 2024-2025, il y a encore un peu de temps, donc les jeunes ont encore le temps de se développer dans le bon sens comme dans le mauvais sens, évidemment. Puis les gars, on a parlé de tous ces prospects qui sont pas encore draftés, mais on a quand même, on en a quand même deux autres qui ont été draftés par une équipe NBA, en la personne d'Ismaël Kamagaté et de Juan Bégarin. Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux joueurs? Ils sont pas forcément attendus à jouer en NBA dès l'année prochaine, pour se développer un petit peu plus dans leurs clubs respectifs, mais ça reste quand même des joueurs très intéressants. Très intéressant. Donc les deux joueurs du Paris Basket, pareil, du coup, on va commencer par Johan Bégarin, qui a été drafté par les Celtics, qui a fait la Summer League cet été, et qui a été vachement intéressant. Il a fait plusieurs matchs où il a frôlé les 20 points. Sa dimension physique, même aux États-Unis et même dans la Summer League, c'est pas la meilleure des ligues non plus, mais c'est bien pour se montrer l'été et pour montrer son potentiel. Il a montré que pareil, physiquement, il était là, il avait un bon tir, une bonne intelligence de jeu, et clairement, il va continuer à se développer en Europe. Là toujours au Paris Basket, et il va se développer du coup dans une compétition européenne. C'est vachement intéressant pour l'Eurocup. On sait que Brad Stevens aime beaucoup venir en Europe, on le voit très souvent, et il a beaucoup d'espoir en Johan Bégarin, et quand même on a un peu ce petit truc de nous dire que il peut avoir sa place, pourquoi pas à un moment avec les Celtics, dans un two-way, dans un contrat où justement il pourra alterner avec la G-League, etc. On verra. Mais Brad Stevens et les Celtics ont l'air de placer pas mal d'espoir en Johan Bégarin. Et en ce qui concerne Ismaël Kamagaté, qui a été drafté par du coup les Nuggets, il a été élu défenseur de l'année dernière en Betclic Elite, malgré la 15e place de Paris qui se sauvait à la dernière journée. Il a quand même montré qu'il avait une dimension physique pareil hyper impressionnante. Sous les cercles, il monte très facilement. Il a du coup une dimension défensive pareil. Ça, c'est exactement le genre de prospect qu'on recherche en NBA. C'est des mecs qui peuvent justement défendre, faire des, enfin, comment dire, des deux côtés du terrain, aller en dessous du panier. Et justement, il va encore pouvoir, pareil, se développer cette année en Eurocup avec une équipe de Paris toujours plus intéressante et impressionnante, justement. Donc, ouais, pas mal d'espoir en ces deux mecs-là qui sont du coup déjà draftés et déjà dans les radars de la NBA. Ouais, c'est clair, dans les radars de la NBA, bah, Florian, pour les avoir vus jouer avec le Paris Basket, Kamagaté et Bégarin, c'est quand même des joueurs au physique quand même impressionnant et très intéressant sur un terrain de basket. C'est des joueurs matures. Ça commence à être déjà des joueurs matures. J'ai plus de doutes sur l'impact que peut avoir Johan Bégarin en NBA parce que j'arrive pas, pour l'instant, alors qu'il a déjà, il a plus de 19 ans, j'arrive pas à voir j'arrive pas à le voir être performant sans avoir le ballon dans les mains. Et en NBA, il y a meilleur que lui pour avoir le ballon dans les mains. Donc j'aimerais qu'il ait un peu plus ce rôle de role player au Paris Basket, notamment à côté d'Allman. Par rapport à Ismaël Kamagaté, je suis beaucoup plus positif pour une raison, c'est que c'est un joueur physique, c'est un joueur qui est mature physiquement, c'est un joueur qui est dans un rôle bien précis de rim runner, protecteur de cercle, coureur dans l'axe, poseur d'écran efficace, joueur efficace défensivement en équipe. Donc c'est très intéressant. Et en plus, cette année, Denver a clairement fait le choix du vétéran en lui préférant la signature de DeAndre Jordan. DeAndre Jordan n'a plus l'âge et n'a plus les performances pour mettre un pied en NBA, très clairement. Et l'an prochain, il en aura encore moins l'usage. Donc je mise
quelques sous sur la présence d'Ismaël Kamagaté en tant que doublure de Nikola Jokic l'an prochain à Denver, et je pense qu'il le méritera de par son talent et de par ses performances sur le terrain. Bon, en tout cas, les gars, merci pour ces précisions sur tous ces beaux prospects français. Il y a le ciel est radieux pour le basket français dans les prochaines années, n'ayons pas peur de le dire. Il n'y a pas que Victor Wembanyama, il y a d'autres excellents joueurs en devenir. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez performer et faire sa place peut-être en NBA dans les prochaines années. On se fera un plaisir de vous répondre. Fournier has one dribble, lets it fly. He drills it! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Puis si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter le précédent qui était consacré aux Sixers de Philadelphie. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.